Bonjour à tous. En tant que doyen de la faculté de médecine, je suis heureux d'interagir avec vous, les lycéens ou les futurs lycéens de terminale, et vous, les parents qui accompagnez peut-être vos enfants de lycée à cette journée porte ouverte virtuelle. Alors, il est important que je vous donne un certain nombre d'éléments de réflexion sur finalement l'engagement que représente le choix, bien sûr conditionné à la réussite de la première année, de partir dans les études médicales. Alors ça, ces études restent encore extrêmement prisées. On le voit tout à fait rien qu'à l'engouement des vœux sur Parcoursup. Mais nous nous étonnons, nous parfois, équipe pédagogique, de cet engouement qui est souvent sur des bases qui ne sont pas très très solides et qui reposent sur des idées qui sont un peu dépassées et qui correspondent à des schémas du médecin, j'allais dire, du siècle dernier. Donc il faut vraiment se rendre compte que ce métier est en train d'évoluer, que les études sont en train d'évoluer, avec toujours une exigence scientifique qui est extrêmement importante. C'est un métier à base scientifique, il faut le rappeler, mais pas que, puisque de plus en plus, bien sûr, on voit la population de notre territoire attendre des jeunes futurs médecins, des compétences relationnelles. Et on le voit au travers de la crise sanitaire que l'on traverse en ce moment quotidiennement. Alors l'évolution scientifique du métier, elle est particulière parce qu'elle a également changé la façon dont on propose le cursus des études de médecine. Autrefois, il fallait apprendre par cœur énormément de choses. Donc on disait, il y a 50 ans, à partir du moment où tu as une bonne mémoire et que tu te tiens bien, tu pourras faire un bon médecin. Donc c'est pas exactement ça. Puisqu'on voit bien qu'actuellement, ce que nos aînés apprenaient par cœur, on le trouve en 3 clics de souris, ce qui change la notion de savoir. Le savoir, c'est savoir où aller chercher l'information et trouver l'information pertinente, plus que de retenir par cœur énormément de choses. Donc, au passage, j'aimerais vraiment tordre le cou à l'idée de cette première année qui, une fois franchie, laisse un grand long fleuve tranquille d'études, sans problème jusqu'à la diplomation et la prise de responsabilité professionnelle. C'est faux. Alors, cette première année, elle reste toujours difficile, même si le concours n'existe plus en tant que tel, il y a toujours une compétition. Mais derrière, il y a encore une série d'années difficiles où il faut énormément travailler et apprendre de plus en plus de choses parce que le savoir scientifique et le savoir médical en particulier progressent tous les ans. Coutumier de dire que la moitié de ce qu'un médecin utilise dans sa pratique quotidienne est renouvelé tous les 5 ans. Donc on reste étudiant à vie, et jusqu'à la fin de son exercice professionnel, il faut en permanence se remettre en question sur ses progressions scientifiques et thérapeutiques. L'explosion du numérique a changé la donne, et également l'irruption des algorithmes ou de ce qu'on appelle globalement, parfois par excès, l'intelligence artificielle, va également faire évoluer les métiers médicaux de demain. Donc cette dimension-là, il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on s'engage dans les études de médecine. Donc difficulté, beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance. Et puis après, il y a une deuxième dimension qui est constamment occultée parce qu'on décrit finalement une société où le bonheur est imposé à tout le monde, où les problèmes sont plus ou moins tabous, et on a éliminé, on va dire, du champ de réflexion bien souvent la notion de faiblesse, de dégradation de l'état physique, de maladie et bien sûr, ultimement, de la mort. Alors, rentrer dans ces études, c'est aller très rapidement, dès la deuxième puis la troisième année surtout, en stage, et d'être confronté à la maladie qui peut toucher les enfants, à la mort qui peut toucher des gens jeunes et très rapidement les foudroyer. Et donc, il faut être prêt à affronter ça et y avoir réfléchi. Et c'est assez triste de voir des étudiants qui visiblement ne sont pas préparés à affronter ça, à être performants sur le plan scientifique et s'effondrer sur le plan du dynamisme et de la motivation interne parce qu'ils n'avaient pas réfléchi au fait qu'ils allaient devoir soigner autrui et être confrontés à la souffrance, à la maladie et à la mort d'autrui. Donc ça, c'est cette dimension humaniste que nous défendons au sein de la faculté de médecine. Il faut vraiment en avoir conscience très, 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 très tôt parce que ça va arriver très vite et ça fait partie, bien sûr, c'est même, je dirais presque l'essence du métier.
Donc ces deux aspects sont importants. Alors qu'en est-il du cursus des études si l'on passe à des choses, des informations plus concrètes? Donc ces études restent longues. La deuxième année est plutôt une année où on laisse les étudiants un peu tranquilles, profiter, malheureusement pas en ce moment avec la crise sanitaire, mais profiter un peu de leur jeunesse, se faire des amis, endosser le costume d'étudiant, reprendre une activité sportive, une vie culturelle, une vie sociale, éventuellement une vie associative. Et puis rapidement, dès la troisième année, les choses vont à nouveau se durcir avec un niveau d'exigence qui monte. Et les réformes qui sont en cours dans les études de médecine vont vers une professionnalisation accrue. Professionnalisation qui va passer par ce qu'on appelle l'approche par compétences. Et il est vraisemblable que les médecins qui seront diplômés dans les années à venir auront comme les pilotes de ligne à se recertifier périodiquement. Vous savez, un pilote d'avion, il doit se recertifier sur l'appareil qu'il pilote régulièrement, ou s'il change d'appareil, il doit se recertifier. Donc on va arriver probablement à la notion de recertification. La professionnalisation nous a fait changer la façon d'enseigner la médecine et de raisonner en matière de compétences. On n'attend pas seulement d'un futur médecin qu'il soit compétent pour faire un diagnostic et prendre en charge un patient. Ça, c'est une des 6 compétences principales. Il y en a une deuxième qui est d'être capable de développer une relation avec le patient et son entourage. Celle-là, elle va de soi aussi. Il y en a une troisième qui est du domaine de la responsabilité, de l'éthique et du respect de la loi, parce que, encore une fois, les médecins ont des pouvoirs très étendus et donc une responsabilité très forte, et il y a une exigence légale qui accompagne tout ça. Il y a une quatrième dimension qui est en train aussi de se développer énormément, qui est la dimension préventive, prévention individuelle et prévention collective. Et il y en a une cinquième, alors là, qui est vraiment la médecine de demain, c'est la collaboration avec les autres acteurs du système de soins, c'est-à-dire que le médecin tout seul, isolé dans son cabinet avec sa petite sacoche, et qui va faire ses visites avec sa voiture, c'est un peu une image d'Épinal. Et donc les médecins modernes travaillent en réseau, ils sont reliés par des outils numériques, ils travaillent également entre eux, mais aussi avec des paramédicaux, avec d'autres professionnels du secteur médico-social. Donc c'est aussi cet apprentissage qu'il faut avoir en tête. Enfin, dans cette dimension-là, il ne faut pas oublier qu'en France, le système de santé est alimenté par la solidarité nationale. Donc, finalement, un médecin, c'est un acteur de santé publique et donc de solidarité publique. Et ne pas oublier que finalement, le financeur de tout ça, c'est les caisses d'assurance maladie. Donc, ça n'est pas, le médecin n'est pas une entité flottante raccrochée à nulle part qui fait ce qu'il veut. C'est vraiment un acteur d'un système qui est de plus en plus maillé sur le territoire et qui fonctionne en réseau professionnel ou pluriprofessionnel. Et enfin, la sixième et dernière compétence que l'on doit apprendre pendant ce cursus, c'est être acteur de son propre développement professionnel. Et là encore, je l'ai dit tout à l'heure, tout au long de sa carrière. Dans les études, les choses vont monter progressivement en puissance et dès la quatrième année, c'est une formation en alternance, à peu près moitié stage, moitié apprentissage des connaissances. Et on rajoute maintenant de façon quasiment obligatoire partout en France une dimension qui est, qui est incarnée par les centres de simulation. C'est-à-dire qu'on fait des exercices simulés, ça peut être sur des mannequins pour apprendre à faire des ponctions, poser des sondes, etc. Mais ça peut être aussi des jeux de rôle que l'on va faire avec des acteurs et qu'on va débriefer ensuite avec les professeurs, etc., etc. Ça peut être aussi des jeux informatiques qu'on appelle des jeux sérieux qui créent des mises en scène avec une situation d'apprentissage pour telle ou telle compétence. Donc voilà un peu le panel. Et à la fin du deuxième cycle, à nouveau, il y a un concours qui n'est pas prêt de disparaître, qui est un concours qui mène à l'internat, où il faut choisir parmi 44 spécialités, et on va également choisir sa région d'exercice. Donc ça reste un objectif extrêmement fort, qui oriente très 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 précisément le comportement des étudiants pour s'y préparer. Donc les 44 métiers, eh bien, il faut déjà savoir qu'ils existent. Moi, je suis toujours frappé de voir que des étudiants ignorent ce qu'est un stomatologiste par rapport à un chirurgien dentiste. Ils ignorent aussi qu'il y a des médecins qui font de la médecine réadaptative ou de la médecine physique, donc très proche de ce que font les masseurs kinésithérapeutes. Bref, il y a beaucoup de méconnaissances sur ces métiers.
Donc là aussi, on va pendant le cursus faire des forums des métiers pour apprendre à la fois les modalités d'exercice et puis les différents métiers auxquels les études de médecine préparent. Donc voilà en gros ce qu'il faut vraiment garder en mémoire, c'est cette dimension professionnalisante qui doit amener les étudiants à avoir un projet professionnel. On ne peut pas se lancer dans les études sans savoir exactement où l'on va. Alors c'est un métier qui reste extrêmement attractif parce que l'employabilité elle est majeure, parce que les revenus sont corrects, mais ce que souvent les familles et les étudiants oublient, c'est qu'il y a en général beaucoup d'heures de travail pour devenir médecin et une fois qu'on est médecin pour continuer à le rester. Donc beaucoup de travail. Néanmoins, ça reste un métier extraordinaire, bien sûr. Et je pense que nous, les équipes pédagogiques, ce que nous voulons, c'est de donner à nos étudiants l'envie, bien entendu, de s'y épanouir et de devenir des professionnels performants. Donc bien sûr, nous sommes toujours aussi motivés pour transmettre ce qui nous anime à la jeune génération qui nous rejoint tous les ans. Et parmi ceux qui nous écoutent seront probablement les médecins brillants de demain. Donc voilà, merci de votre attention. Bonjour à tous, je suis Bertrand Descodin, le doyen de la faculté de pharmacie, et je vais vous présenter en quelques mots les formations et les débouchés professionnels qui sont préparés au sein de la faculté de pharmacie de Lille. Alors, la faculté de pharmacie de Lille est une des plus grandes de France. Elle accueille près de 2900 étudiants en formation initiale et continue, c'est-à-dire des étudiants qui viennent préparer un diplôme, apprendre un métier, préparer leur avenir professionnel, mais également des professionnels de santé qui viennent régulièrement se perfectionner, améliorer leurs compétences, voire parfois changer de parcours professionnel. C'est une des plus grandes facultés de France, je vous le disais. Elle accueille près de 250 personnes qui contribuent à la formation, mais également à la recherche dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Ainsi, on a environ 150 enseignants-chercheurs et une centaine de personnels techniques et administratifs. Nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils exercent une partie de leur activité professionnelle dans une unité de recherche. Ainsi, la faculté de pharmacie accueille des équipes de recherche labellisées par les plus grands instituts de recherche français, notamment l'INSERM. Certaines équipes de recherche travaillent en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille, avec le CHU de Lille ou encore avec le CNRS. La recherche se fait dans le domaine des sciences biologiques, les sciences qui mènent à la découverte de nouveaux médicaments, mais aussi à la formulation de certains médicaments. Enfin, certains de nos collègues travaillent dans le domaine de la santé-environnement. Alors voilà quelques vues de la faculté de pharmacie. Si vous avez l'occasion de passer par notre campus, on sera bien heureux de vous accueillir et de vous le faire visiter. En haut à gauche, c'est une signature un petit peu de notre site. On a beaucoup d'espaces verts sur le campus de la faculté de pharmacie. Et là, vous voyez le jardin botanique avec dans le fond de l'image la serre qui abrite un certain nombre d'espèces végétales. Les études pharmaceutiques comprennent un grand nombre de travaux pratiques. Et dans notre bâtiment, nous avons au sein de chaque service d'enseignement des salles de travaux pratiques qui vous permettent d'appréhender l'acquisition de compétences différemment et qui contribuent à la bonne acquisition des connaissances utiles pour valider votre formation. Et puis, en bas de la diapositive, vous voyez l'officine pédagogique. Et nous sommes très fiers de ce lieu d'apprentissage. Il s'agit de la plus grande officine pédagogique de France. 350 mètres carrés, destinés à la simulation en pharmacie, avec, vous le voyez, des comptoirs, également un espace d'échange qui nous permet de débriefer après les séances de simulation. Et on a également un domicile des erreurs. Cet endroit est très utilisé dès le début des études pharmaceutiques et bien entendu beaucoup plus pour les étudiants qui se destinent à la filière officine, et il accueille également des professionnels qui viennent se former, comme ce fut le cas récemment dans le cadre du contexte Covid-19, avec les formations au prélèvement pour réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique, mais également la formation à la vaccination. Alors, au sein de la faculté de pharmacie, on prépare bien entendu le diplôme d'État de docteur en pharmacie. Mais on prépare aussi d'autres diplômes. Ainsi, à gauche de l'image, vous voyez les différentes formations qui sont préparées au sein de la faculté de pharmacie à côté du diplôme d'État de docteur en pharmacie. Nous avons des formations qui sont plus courtes, en 2 ans, comme des DOST. Nous préparons également certaines licences professionnelles. Et puis nous avons également un master en sciences du médicament et des produits de santé avec 6 parcours qui permettent de préparer à des métiers qui mènent
notamment à l'industrie, à la recherche et également à la pharmacie hospitalière. Et puis, en ce qui concerne le diplôme d'état de docteur en pharmacie, eh bien, on y accède après une première année commune, donc avec le PASS et le LAS, dont vous entendrez parler très largement par ailleurs. Et puis ensuite, eh bien, se déroule ce cursus de pharmacie. Il dure habituellement 6 ans, mais il peut durer également 9 ans au terme d'un internat qui va préparer notamment au débouché de la pharmacie hospitalière, de la biologie, mais également dans certains cas de la recherche. Alors, un schéma un petit peu plus complet sur les études pharmaceutiques qui se lit cette fois-ci de haut en bas. Alors, l'entrée se fait encore une fois par le PASS ou les LAS, et puis ensuite on intègre les études pharmaceutiques. Alors vous verrez, pendant les études, on doit se faire à beaucoup d'acronymes, beaucoup de termes un petit peu particuliers, et les différents cycles d'études portent des appellations particulières dans le domaine des études de santé. On a un diplôme de formation générale, DFG, et on enchaîne ensuite sur un diplôme de formation approfondie, DFA. Le DFG constitue le premier cycle qui dure 3 ans pour les études pharmaceutiques, qui est plutôt un premier cycle de tronc commun, pendant lequel vous verrez les enseignements fondamentaux qui permettent de construire le raisonnement pharmaceutique, donc des enseignements autour des disciplines de chimie, de biologie essentiellement. Et puis ensuite, on arrive dans le deuxième cycle, le DFA, avec une 4e année qui va être une année charnière pour votre orientation, et vous orienter vers différentes filières. Il y a essentiellement 3 grandes filières, la filière officine, la filière industrie, et la filière qui prépare au concours de l'internat. Nos étudiants ensuite passent en 5e année, qui est une année qui se fait à mi-temps avec l'hôpital, donc des stages qui se font au CHU de Lille ou dans d'autres hôpitaux de la région, avant d'entamer ce qu'on appelle un 3e cycle, qui peut être soit court, pour ceux qui choisissent officine et industrie, donc une seule année, la 6e année, qui sera leur dernière année d'études, et puis pour ceux qui partent vers le cursus de l'internat, ils vont préparer un diplôme d'études spécialisées, qui va les mener vers des débouchés de la biologie médicale, de la pharmacie hospitalière ou encore certains débouchés de la recherche. Donc un cursus, vous voyez, qui peut durer 6 ans ou 9 ans, avec un choix qui va s'affiner progressivement. Nos étudiants ne savent pas forcément, dès le début de leurs études pharmaceutiques, s'ils vont s'orienter vers l'officine, l'industrie ou vers les métiers de l'internat. Ça se fait progressivement avec un accompagnement et puis un choix au milieu de la 4e année. Ce qui est important de noter, c'est que tout au long de ces études, il y a des stages chaque année, des travaux pratiques, des enseignements dirigés, différentes modalités d'enseignement qui vont permettre à l'étudiant de progresser dans son parcours avec un suivi de la part de l'équipe pédagogique. Alors, je vous parle essentiellement de l'officine, de l'industrie, des métiers de l'internat, mais finalement, ce sont plus de 100 métiers différents qui sont préparés au cours de ces études pharmaceutiques. On a à peu près la moitié de nos étudiants qui choisissent le parcours de l'officine, et puis l'autre moitié se répartit sur les autres métiers. Alors à Lille, on a aussi une bonne partie de nos étudiants qui choisit d'aller vers l'industrie, mais sachez qu'il existe plein d'autres débouchés. Récemment, l'Ordre des pharmaciens a mis à disposition un site internet, lesmétiersdelapharmacie.fr. Je vous incite à consulter ce site qui vous permet de voir les larges débouchés. Il faut savoir qu'il y a de nombreux pharmaciens qui partent vers les métiers de la recherche, mais aussi des métiers dans l'humanitaire, dans l'évaluation des médicaments au niveau des agences. Donc beaucoup de débouchés possibles et également des possibilités de double cursus pour enrichir votre formation. Alors justement, un des aspects qui peut parfois prêter à question de la part de nos étudiants, comment faire pour faire le bon choix d'orientation professionnelle? Eh bien, au sein de la faculté de pharmacie, nous avons mis en place ce qu'on appelle le projet d'orientation professionnelle, encore un acronyme, POP, qui va vous permettre, dès l'arrivée en 2e année et jusqu'au milieu de la 4e année, d'appréhender différentes possibilités de parcours d'orientation professionnelle. Et donc pour cela, sont organisés dans les murs de la faculté des forums d'aide à l'orientation professionnelle. Il faut savoir que dans nos études, beaucoup de professionnels viennent participer aux enseignements, et donc c'est l'objet d'échanges qui peut déboucher parfois sur des stages d'observation pour découvrir le monde professionnel et puis différentes possibilités d'exercice du métier de pharmacien. Et puis ça donne lieu à l'enrichissement d'un portefeuille d'expériences et de compétences. Et donc ça va vous permettre, si vous choisissez les études pharmaceutiques, de faire progressivement votre choix
vers l'un des différents débouchés que j'ai pu évoquer avec vous. Alors on a aussi une force au sein de notre campus, c'est la qualité de la vie étudiante, la qualité de la vie de campus, l'accueil des étudiants et l'esprit de promo. Et ça se fait très bien parce qu'on a des associations qui sont très dynamiques. On a une association amicale des étudiants en pharmacie, une association des internes, on a même une junior entreprise. Et donc tout ceci contribue à une belle communauté universitaire, de beaux engagements associatifs étudiants, parfois des moments festifs. Vous avez là une image de la revue Pharma, mais également des actions ouvertes, par exemple en termes de développement durable, avec par exemple un jardin potager participatif situé au niveau de notre parc. Ce qui est aussi très important, c'est de vous dire que les études de pharmacie, c'est des études qui vont vous ouvrir à l'international, soit pour réaliser un stage à l'étranger, soit une année de césure, ce qui est possible, ou bien, un semestre ou une année de formation à l'étranger. On a un peu plus de 40 partenariats dans 20 pays dans le monde, et donc on a des étudiants qui font ce choix et qui sont accompagnés par certains de nos enseignants qui suivent plus particulièrement la réalisation de ces parcours à l'étranger. Et puis, si je dois retenir quelques points forts, finalement, des études pharmaceutiques à Lille, au sein de la faculté de pharmacie de Lille, c'est d'abord le fait qu'on intègre beaucoup d'innovations pédagogiques. Vous avez, par exemple, sur cette diapositive, une image du jeu vidéo de pratique officinale qui a été développé à Lille et qui est maintenant repris dans plusieurs facultés de pharmacie de France. Énormément d'approches interprofessionnelles, c'est l'avenir. C'est déjà, d'ailleurs, le quotidien des professionnels de santé lorsqu'ils exercent leur profession en ville ou à l'hôpital, le fait de travailler ensemble, médecins, pharmaciens, professions paramédicales, nous l'avons intégré à nos enseignements. Et donc, il y a régulièrement des enseignements qui associent étudiants en pharmacie, étudiants en médecine, étudiants en chirurgie dentaire. Et puis, beaucoup de possibilités de double cursus, parce que parfois, nos étudiants souhaitent s'ouvrir à d'autres disciplines, à d'autres parcours, et donc nous les encourageons, en particulier en filière industrie, possibilité de faire en même temps les études pharmaceutiques et un master de spécialisation, ou une école de commerce, ou d'autres possibilités de double cursus, en particulier avec des écoles d'ingénieurs. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire concernant la faculté de pharmacie. Il ne reste plus qu'à venir à notre rencontre. Nous sommes situés donc en plein cœur du campus hospitalo-universitaire lillois, juste à proximité de l'hôpital Calmette et pas très loin également de la faculté de médecine. Donc vous êtes les bienvenus, à bientôt. Bonjour, je suis le docteur Emmanuel Bocquet, doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Lille, qui fait donc partie de l'université de Lille. La faculté de chirurgie dentaire accueille 674 étudiants actuellement, qui seront encadrés par 60 enseignants et aidés dans leur démarche administrative et technique par 30 personnels administratifs et techniques. Alors, la faculté de chirurgie dentaire de Lille fait partie des 16 facultés de chirurgie dentaire de France qui accueillent au total 8000 étudiants. Dans notre région, nous sommes une région peu dotée en chirurgiens dentistes. Si on regarde le chiffre national en France, qui compte à peu près 63 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, au niveau du Nord-Pas-de-Calais, nous comptons 49 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, avec des zones sous-dotées et parfois très sous-dotées en praticiens. Les études odontologiques ont une durée de 6 à 10 ans, avec une première année qui correspond à la PASS ou à l'AS, selon le choix qui sera fait sur Parcoursup, puis 6 années de formation initiale qui vont amener au diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, avec une possibilité de poursuivre plus longtemps par un internat pour se spécialiser. Revenons un petit peu plus précisément sur le schéma d'organisation des études odontologiques. Elles sont en 3 cycles, avec le premier cycle, donc si l'on compte le PASS-LAS qui correspond à la première année. Ensuite, nous avons la deuxième et troisième année, qui sont principalement des formations théoriques et pratiques, qui vont permettre dès donc la deuxième année d'apprendre de façon très pratique le métier. Ces 3 années donc, du premier cycle vont permettre d'obtenir le diplôme de formation générale en sciences odontologiques, et donc passer ensuite au deuxième cycle, donc avec 2 années, 4e et 5e année, où là, cette fois-ci, nous avons toujours de la formation théorique et pratique, mais également le début des stages cliniques dans les services hospitaliers, avec donc dès la 4e année, le début des soins sur patients. À la fin de la 5e année, nous avons un certificat de synthèse clinique et thérapeutique
qui permet, après son obtention, de travailler en cabinet et donc de faire le début des collaborations ou des remplacements. L'obtention des 4e et 5e années permettent d'obtenir le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques et donc de passer ensuite en 3e cycle, qui se décompose soit en cycle court, avec donc une 6e année qui correspond principalement à des stages actifs, soit en cycle long qui correspond à l'internat, avec 3 filières, soit l'orthopédie dentofaciale en 3 ans, donc pour devenir spécialiste en orthopédie dentofaciale, soit la chirurgie orale en 4 ans, pour devenir spécialiste de chirurgie orale et donc permettre de prendre en charge des soins plus compliqués de chirurgie, soit la médecine bucco-dentaire sur une durée de 3 ans pour prendre en charge des patients à besoins spécifiques. C'est ce qu'on appelle les diplômes d'études spécialisées ou DES, qui donc permettent la spécialisation du chirurgien dentiste. Que ce soit après le cycle court ou le cycle long, la thèse d'exercice est un indispensable à l'exercice ensuite en cabinet pour avoir le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire qui vous permettra donc d'exercer en cabinet, que ce soit en libéral, en salarié ou dans d'autres structures. Si vous voulez plus d'informations sur la faculté, sur les études, sur le métier de chirurgien dentiste ou encore sur les débouchés professionnels, je vous invite à venir suivre la conférence sur le site des JPO, mais également de venir vous poser vos questions sur le chat en direct. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Frédérique Dereux, directrice de l'école de sage-femme du CHU de Lille. Je viens ici sur quelques diapos vous présenter les études de sage-femme et quelques mots sur la profession de sage-femme. Alors la profession de sage-femme, c'est quoi une sage-femme ? Alors la sage-femme est définie comme une profession médicale à compétences définies. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme toutes les professions médicales, elle va réaliser des diagnostics et a un droit de prescription. Mais pourquoi compétences définies ? Parce que la sage-femme a un champ d'activité spécifique. Elle intervient auprès des femmes et des nouveau-nés en bonne santé. La sage-femme est autonome dans son activité, mais dans le champ de la physiologie. C'est-à-dire que dès qu'une grossesse, un accouchement, un suivi nécessite une prise en charge plus avancée parce qu'il y a une pathologie ou une complication, la sage-femme fera appel au médecin. Alors en pratique, une sage-femme va accompagner la femme dans tous les stades de sa vie. Donc, ce qui est le plus connu, c'est effectivement le suivi de la grossesse et l'accouchement, puisque la sage-femme va faire le diagnostic de grossesse, elle réalisera le suivi médical, clinique et échographique de la grossesse, elle effectuera ce qu'on appelle de la préparation à la naissance et à la parentalité, et elle réalisera en toute autonomie, quand tout se passe bien, ce qu'on appelle le travail et l'accouchement. Ensuite, la sage-femme va être en charge du suivi postnatal de la mère et de l'enfant. Donc, elle réalisera donc le suivi médical. Elle aura un rôle important dans l'accompagnement de l'allaitement maternel. Les sages-femmes libérales réalisent aussi le suivi à domicile des femmes et de leurs nouveau-nés après la naissance. Les sages-femmes libérales réalisent aussi ce qu'on appelle de la rééducation périnéale. Et les sages-femmes ont en charge la contraception du postpartum et la réalisation de la consultation postnatale, qui est une consultation spécifique après l'accouchement. Mais une sage-femme, c'est pas que ça. Les sages-femmes, elles réalisent aussi le suivi gynécologique de prévention et de contraception chez la femme en bonne santé. Et ça, c'est moins connu parce que c'est un peu plus récent. Donc on retrouvera des sages-femmes qui réaliseront des consultations de planification familiale, de contraception, de suivi gynécologique à l'hôpital ou en libéral. Et des sages-femmes réalisent aussi des IVG médicamenteuses, les interruptions volontaires de grossesse. C'est aussi un acteur de prévention et d'éducation sanitaire majeur, puisque la sage-femme a un rôle aussi important dans la vaccination de la femme et de l'entourage du nouveau-né. Elle a aussi un rôle de prévention et de prise en charge d'accompagnement du sevrage tabagique chez la femme et l'entourage également du nouveau-né.
Elle réalise aussi de l'éducation nutritionnelle et malheureusement par rapport à l'actualité, c'est vrai que c'est un acteur aussi majeur dans la prévention des violences faites aux femmes. Alors, la profession en quelques chiffres, c'est une profession jeune puisque sa moyenne d'âge est de 41 ans. Il y a environ 30 000 sages-femmes en France, donc c'est quand même pas une profession très, très importante en chiffres, en nombre. C'est une profession qui est majoritairement féminine et actuellement, la majeure partie des sages-femmes, plus de la moitié des sages-femmes effectuent, son exercice, professionnel soit dans les maternités publiques, soit dans les établissements privés. On a aussi des sages-femmes qui travaillent ce qu'on appelle en protection maternelle et infantile. Donc là, elles ont un rôle important au niveau des publics, en précarité. Et puis, un phénomène qui est important pour la profession, c'est que l'exercice libéral des sages-femmes se redéveloppe beaucoup. Et actuellement, les sages-femmes libérales représentent un quart de la profession et c'est une proportion qui va continuer à augmenter ces prochaines années. Donc beaucoup de sages-femmes s'installent, ont un cabinet libéral et de plus en plus de sages-femmes intègrent les maisons de santé pluridisciplinaires aux côtés des médecins, des infirmiers, des kinés, des psychologues. Voilà en quelques mots les grands chiffres de la profession. Alors maintenant, quelques mots sur la formation en maïeutique. On est sur une formation qui va se dérouler sur 5 ans. La première année correspond à la première année des études d'accès aux études de santé. Donc maintenant, les étudiants sages-femmes qui intégreront l'école de sage-femme en deuxième année font donc cette première année soit de PASS, soit de LAS. Donc cette année de PASS-LAS et les 2 premières années correspondent donc à un cycle de licence et les 2 années suivantes correspondent à un cycle de master. À l'issue de la 5e année, un diplôme d'état de sage-femme vous est délivré et qui a un grade de master. En macro, les années de licence vont correspondre à un socle où la part de théorie sera un peu plus importante que la part de pratique. Et ça s'inverse dans les 2 dernières années d'études où la part de stage est prépondérante par rapport aux périodes de cours. Notamment, en 5e année, de début février à fin juin, jusqu'à l'obtention du diplôme, les étudiants sont en stage, ce qu'on appelle stage pré-professionnel, et c'est un stage qui dure 20 semaines dans une structure. La pédagogie en école de sage-femme est une pédagogie qui associe un accompagnement pédagogique individualisé. Comme vous l'avez compris, on est sur une formation en alternance avec des périodes de cours et des périodes de stage. On travaille beaucoup avec le centre Présage, qui est le centre de simulation médicale de l'université. Et ça, c'est vraiment très, très apprécié par les étudiants. Bien sûr, on utilise les nouvelles technologies et ce qu'on appelle la pédagogie active, c'est-à-dire toutes les méthodes pédagogiques qui permettent à l'étudiant d'être acteur dans sa formation et qui sont différents des cours académiques. Une grande partie de stages donc dans cette formation. Ces stages débutent dès l'arrivée en école de sage-femme où on réalise 6 semaines de stage, là plutôt dans des services de médecine et de chirurgie, notamment au sein du CHU de Lille, mais aussi dans d'autres hôpitaux périphériques, où on priorise l'acquisition des soins infirmiers et de nursing. Puis, l'ensemble des stages se réalise dans l'ensemble des maternités du Nord et du Pas-de-Calais, et aussi d'autres régions, c'est tout à fait possible. Vous avez des stages aussi chez des sages-femmes libérales et il y a un stage à option en 4e année qui est possible d'être réalisé à l'étranger. À noter que l'ensemble des stages sont organisés par l'école, sauf le stage à option, donc vous n'avez pas à chercher vos terrains de stage. Enfin, les modalités d'évaluation sont réalisées avec des contrôles continus des connaissances à chaque fin de semestre
Il y a aussi bien sûr une part importante de la validation de la formation au travers de la validation des différents stages qui seront réalisés. Chaque semestre, une sage-femme enseignante ou des sages-femmes cliniciennes de terrain réalisent avec les étudiants ce qu'on appelle, une évaluation formative des compétences cliniques. Donc le but, c'est d'accompagner les étudiants dans l'acquisition des connaissances sans les noter. Ensuite, on a aussi des évaluations de compétences qui sont réalisées au centre de simulation Présage. Il est à noter que, à l'issue de vos études, en 5e année, un travail de recherche de fin d'études est réalisé. Il aboutit donc à l'écriture d'un mémoire et la soutenance de ce mémoire. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter sur les sites internet cités ci-dessous. Vous avez le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, qui est une source d'information importante sur la réglementation, sur la profession sage-femme. Vous avez aussi le site du Collège national des sages-femmes, qui est, on va dire, la société savante de la profession sage-femme, qui publie, qui donne des recommandations sur la pratique médicale. À noter qu'il existe une association nationale des étudiants sages-femmes qui est très active. La profession a élaboré son référentiel métier et compétences de sage-femme que vous trouverez aussi à disposition sur ces sites. Enfin, pour continuer à vous informer sur les études de sage-femme et la profession, n'hésitez pas à vous connecter également sur les journées portes ouvertes virtuelles de l'Institut Gernaise-Rieu, qui est situé au sein du centre hospitalier de Lille. L'Institut Gernaise-Rieu regroupe l'ensemble des formations en santé, dont la formation sage-femme. Et donc, toute la journée du samedi 30 janvier, nous vous y accueillons via des inscriptions sur le site, pour des lives, pour des mises à disposition de documents divers et variés. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je suis Bruno Leleu, directeur de l'école de kinésithérapie du nord de la France, et je vais vous présenter les études et la profession de masseur-kinésithérapeute. Alors, la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est une profession qui est relativement jeune, qui a été créée en 1946, qui est placée sous la tutelle du ministère de la Santé, qui est régie par un conseil de l'ordre, et les études sont organisées selon le décret du 15 septembre 2015. En ce qui concerne la démographie, on note actuellement 85 à 86 000 masseurs-kinésithérapeutes en France, avec une profession qui s'est fortement féminisée durant ces dernières années, puisque avant il y avait plus d'hommes que de femmes, maintenant on a autant d'hommes que de femmes qui pratiquent cette profession. La pyramide des âges laisse apparaître un âge moyen de 42 ans, donc professionnel assez jeune. Et en ce qui concerne l'exercice, en étant kinésithérapeute, vous pouvez travailler soit en milieu libéral, soit en milieu salarié. 85 à 86% travaillent en milieu libéral, c'est-à-dire qu'en milieu libéral, vous êtes installé à votre compte, vous travaillez comme remplaçant, comme assistant, comme associé. Vous pouvez travailler également dans des maisons pluridisciplinaires, mais vous êtes vraiment libre de votre emploi du temps, de votre organisation, etc. Ou alors, vous pouvez travailler en milieu salarié, ce qui représente à peu près 14 à 15% de l'exercice en France. Donc, dans ce cas, vous travaillez dans un hôpital public, un hôpital privé participant au système public hospitalier, clinique privée ou centre de rééducation. Il faut savoir que les domaines d'intervention sont extrêmement variés. Souvent, les étudiants qui arrivent chez nous sont intéressés par la kinésithérapie du sport. L'étudiant classique, c'est l'étudiant sportif qui a été blessé dans sa pratique, qui a été pris en charge en rééducation par un kinésithérapeute et qui a approché de près le kinésithérapeute, les techniques utilisées, puis qui se dit bah tiens, c'est un métier qui me plairait bien. Alors c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que ça n'est pas que ça. Le domaine d'intervention est extrêmement varié. En étant kinésithérapeute, vous aurez à prendre en charge à la fois des patients en traumatologie orthopédie, où là vous aurez à rééduquer des fractures, des luxations, mise en place de prothèses, etc. Vous avez également un autre domaine qui est la rhumatologie, avec tout ce qui est prise en charge des lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, pathologies d'épaule, coiffe des rotateurs, pathologies dégénératives telles que l'arthrose.
Vous aurez également à prendre en charge des patients en neurologie, avec à la fois de la neurologie périphérique, type paralysie du nerf médian, paralysie ulnaire, donc des pathologies plus bénignes, mais également des pathologies très lourdes, à type de paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, sclérose en plaques, parkinsonien, donc des pathologies où il faudra vraiment déployer une grosse énergie pour remettre ce patient debout, pour le remettre en mouvement. Également, possibilité d'activité en pédiatrie, où là, vous aurez à la fois à prendre en charge des patients avec des déformations congénitales telles que des pieds bovarus équins, des luxations congénitales de hanches, ou des pathologies de la croissance telles que des scolioses, des kyphoses. À l'autre bout de la chaîne, la gériatrie, où là, vous aurez les mêmes types de pathologies vues précédemment, mais qui seront combinées, hein, avec à la fois des problèmes de neuro qui vont s'associer à de la rhumatologie, traumatologie, etc. Rééducation respiratoire, qui ira de la rééducation de la bronchiolite chez le nourrisson à la rééducation de l'emphysème, de l'asthme, de la bronchite chronique, et jusque dans les services de réanimation avec des patients ventilés et intubés. L'ergonomie, un domaine d'intervention un peu moins connu. Dans le cadre de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, vous aurez parfois à aller analyser des gestes professionnels et puis trouver des moyens pour que ces gestes professionnels soient moins traumatisants pour l'appareil locomoteur et aménager le poste de travail, la chaîne de travail, etc. La kinésithérapie du sport, là, en général vous connaissez assez bien, vous pouvez être vous pouvez être soit salarié d'un grand club sportif comme le RC Lens, le LOSC, etc. Ou alors vous occupez de l'équipe de foot du village, l'équipe de basket, etc. Autre domaine d'intervention, le secteur du bien-être et de la remise en forme, donc un peu moins connu, mais également du domaine de compétences des masseurs kinésithérapeutes. Et puis ensuite, plein d'autres domaines extrêmement variés. La liste est non exhaustive, mais vous aurez à intervenir aussi bien en cancérologie, soins palliatifs, rééducation des brûlés, rééducation cardiovasculaire, rééducation urogynécologique ou vestibulaire. Voilà, il y a des tas de possibilités et de spécialités ultérieures. En ce qui concerne les modalités d'admission dans le Nord-Pas-de-Calais, pour la kinésithérapie, vous avez toutes les informations qui vous sont données par les conférences concernant la PAS et la LAS. Je voudrais juste attirer votre attention sur une petite particularité au niveau de la kinésithérapie, hein. Comme je l'ai dit, on dépend du ministère de la Santé et non pas de l'Éducation nationale. Donc il y a quelques petites variantes. Et la variante la plus importante, c'est simplement qu'on peut accéder à la kinésithérapie uniquement par 8 filières. La PAS de Lille, la L1 Santé de la Fac de médecine de la Cato. Et en ce qui concerne les LAS, il n'y a pas toutes les LAS des professions de santé, il y a uniquement la LAS ILIS, Ingénierie de la Santé, la LAS de STAPS de l'Université de Lille, qui est située à Ronchin, et également des LAS de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, avec simplement la LAS Sciences, LAS Droit, LAS Gestion et LAS STAPS. Il faut également savoir que ces admissions sont communes pour les 3 instituts de kinésithérapie du Nord-Pas-de-Calais, à savoir l'Institut de kinésithérapie du Nord de la France, qui est situé ici entre la faculté de pharmacie et faculté de médecine, l'IKPO, qui est l'Institut de kinésithérapie de l'Université de la Cato, qui est situé rue Jean-Baptiste de la Salle à Lille, et l'Institut de kinésithérapie de Berck-sur-Mer. En ce qui concerne les modalités des études, eh bien, après cette année de sélection, vous avez 4 années de formation à faire en IFMK. Cette formation est répartie en 2 cycles. Un premier cycle qui s'attache surtout à l'homme sain et un deuxième cycle dans lequel on abordera davantage les pathologies. Dans chacun de ces cycles, vous avez à la fois des enseignements fondamentaux, qui sont l'anatomie, la biomécanique, la physiologie, des sciences et ingénierie en kinésithérapie qui reprennent toutes les techniques de bilan diagnostic, les techniques de rééducation, techniques de massage, de thérapie manuelle, etc., que vous utiliserez dans votre profession. Et enfin, des unités d'enseignement, d'apprentissage et approfondissement dans lesquelles figurent des stages, des mises en pratique, des études de cas cliniques, des recherches, des présentations de dossiers, etc., des sujets un peu plus de synthèse. Chaque unité d'enseignement validée entraînera l'attribution de crédits et l'acquisition de compétences. Et vous avez 30 CTS à valider par semestre, donc 60 par an, et 11 compétences à acquérir pendant l'ensemble de la formation. Pour les passages de première en deuxième année, vous pouvez passer, une fois que vous avez validé 52 ECTS sur les 60, c'est-à-dire que vous pouvez passer avec une dette d'UE. Mais attention, si vous n'avez pas validé 15 ECTS, vous pouvez être exclu de la formation. Alors, c'est exceptionnel,
mais j'attire quand même votre attention dessus parce que les quelques fois où c'est arrivé, ce sont des étudiants qui, ayant travaillé énormément pour rentrer en kinésithérapie, puisque c'est très sélectif, se sont dit, après 1 an, 2 ans, 3 ans de tentatives, et puis avoir enfin réussi, se sont dit, maintenant je suis tranquille, je vais sortir avec mon diplôme, et se sont mis un peu en roue libre. Donc attention, quand vous rentrez dans notre institut, continuez à travailler normalement, et ça se passera bien. En ce qui concerne l'enseignement, vous avez à la fois un enseignement pratique et un enseignement théorique. Enseignement pratique parce que c'est une formation très professionnelle. Il faut savoir que dès la première année, vous vous retrouverez en TP avec un enseignant, 20 à 24 étudiants, et vous allez apprendre les uns sur les autres les différentes techniques de massage, de mobilisation articulaire, de renforcement musculaire. Vous allez servir de cobaye et puis de praticien, et vous allez réaliser les uns sur les autres ces différentes techniques. En ce qui concerne donc cet enseignement pratique, je vous dis très important, et ça vous montre vraiment l'utilité de tout ce que vous apprenez, parce que tout ce que vous allez apprendre en travaux pratiques, vous pourrez le mettre en application lors des stages. Ces stages ont lieu dans les terrains de stage de la région, alors essentiellement au CHRU de Lille, également dans les centres de rééducation tels que l'Espoir, Zwingodo, le centre L'élan, clinique de Villeneuve-d'Ascq, etc. et dans les cabinets libéraux de la région, puisqu'on a vu que cet exercice se faisait à 80% en milieu libéral. Voilà, une fois que vous avez validé l'ensemble des UE, que vous avez soutenu votre mémoire de fin d'études, vous êtes titulaire du diplôme d'État. Alors ensuite, libre à vous, comme je vous l'ai dit, de vous installer en libéral, de travailler en salariat. Vous pouvez également faire des formations post-universitaires, telles que des DU de kinésithérapie du sport, DU de thérapie manuelle, diplôme universitaire également d'urogynécologie. Enfin, il y a plein de spécialités possibles que vous pouvez pratiquer. Et comme vous l'avez vu, l'exercice est vraiment extrêmement varié. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les études en kinésithérapie. Sachez que ce samedi 30 janvier, auront lieu les journées portes ouvertes, donc virtuelles dans notre institut. On fera une conférence en direct à 11h30 et une autre à 14h30. Donc vous aurez tous les renseignements sur le site de l'institut au www.ifmknf-lille.fr. Je vous invite à y aller et il y aura possibilité de poser vos questions en ligne lors de ces 2 conférences ouvertes. Voilà, bonne journée.